In progress. Eh ben, c'est super. Donc, justement, par rapport au livre, on a dit, il y a aussi aux éditions Mahayana La vision supérieure de Chisu Rinpoche, Losang Tenzin Rinpoche. Et donc, c'est sur justement Vipassana. Ouais, donc, après, aux éditions Mahayana, des fois, ils disent Vipassana avec deux S. C'est surtout dans la tradition pali, ouais, où c'est beaucoup plus intuitif. Et dans la tradition sanskrite, Vipassana, c'est beaucoup plus analytique. Donc, c'est juste, voilà, c'est juste par rapport à si on est, si on regarde un petit peu dans les textes, les langues originelles, mais sinon, laissez tomber, c'est pas très important. Et donc, c'est la vision supérieure de la part d'un très grand maître. C'était vraiment un très grand maître exceptionnel, qui est venu plusieurs fois à Nalanda, qui connaissait le Tendel Topa par cœur, qui connaissait le Tantra de Guya Samaja par cœur, qui est incroyable, incroyable. Ok, ok, ok. Donc, si vous voulez, on peut se faire une petite méditation, essayer d'avoir le corps bien posé comme d'habitude, tranquille, flexible, le dos le plus droit possible. Essayez de faire des requêtes d'invocation à votre maître racine, quel qu'il soit, sous sa forme habituelle ou autrement, comme vous voulez. Faire des requêtes pour reconnaître la nature de l'esprit, pour reconnaître la nature de l'esprit, la nature conventionnelle de la conscience mentale à l'instant présent, à la première personne, et sur la base de ça, de reconnaître la vacuité de cette conscience. Ça, c'est le Mahamudra. S'il n'y a pas la vacuité de la conscience mentale, c'est juste méditer sur l'esprit. Ce n'est pas du Mahamudra. Le Mahamudra, c'est soit réaliser la vacuité, comprendre la vacuité de la conscience mentale grossière, soit le Mahamudra tantrique, c'est réaliser la vacuité de la conscience la plus subtile. Mais là, ne serait-ce que la conscience grossière, c'est déjà énorme. Donc, essayez de faire des requêtes d'invocation, des suppliques à votre maître racine, en le suppliant de vous aider à comprendre cela pour le bien de tous les êtres, pour aider tous les êtres à en faire autant. Comme ça, on a la pleine conscience de ce qu'est la nature de Bouddha. La nature de Bouddha impermanente, la nature de Bouddha permanente. Et donc, vous pouvez visualiser que de son front, des rayons lumineux, splendides, blancs, magnifiques, viennent se diriger vers le front de tous les êtres et de nous-mêmes pour purifier totalement nos négativités accumulées par le corps depuis des temps sans commencement. Tout est purifié, tout est pardonné, tout est annihilé. Et ensuite, vous pouvez visualiser que de sa gorge, des rayons lumineux rouges, rubis, magnifiques, viennent se diriger vers la gorge de tous les êtres et de nous-mêmes sans exception. Ils viennent purifier totalement nos négativités verbales. Tout est purifié, pardonné, oublié. Et ensuite, que de son cœur jaillissent des rayons lumineux bleu saphir, splendides, qui se dirigent vers le cœur de tous les êtres sans exception et viennent purifier nos négativités mentales accumulées depuis des temps sans commencement. Tout est purifié, totalement pardonné. Et des trois points du front, de la gorge et du cœur, des rayons lumineux blanc, rouge et bleu viennent simultanément rejoindre les trois lieux de tous les êtres de nous-mêmes pour éliminer même jusqu'aux traces de ces négativités. Et ensuite, il va répondre à nos suppliques dans le fait de reconnaître la nature de l'esprit, la nature conventionnelle et sa nature ultime. Et pour bénir, pour nous inspirer, pour stabiliser, renforcer ou faire naître ces compréhensions, il vient au-dessus de notre tête et de la tête de tous les êtres et pour nous bénir, fond en nous comme un flocon de neige à la surface d'un lac. Et là, essayez simplement de reconnaître ce qui est en train de méditer.
Essayez d'être dans l'instant présent. Oubliez le passé, n'anticipez pas l'avenir. Laissez votre esprit s'écouler naturellement de lui-même. Essayez de baigner dans cette atmosphère de simple expérience. Si des pensées surviennent, essayez d'employer la technique du lion. Hein, contrairement à un chien, quand on lui lance un bâton, le chien va se diriger vers le bâton. Quand on lance un bâton au lion, le lion va se diriger vers le lanceur. Et donc, revenez à ce qui lance les pensées, revenez à ce qui projette les pensées. D'où viennent-elles? Et quand elles se dissolvent, observez où elles se dissolvent. Essayez de baigner dans cette grande simplicité naturelle. Essayez de voir que chaque instant de cette conscience mentale qui s'écoule comme un flux naturel dépend de l'instant précédent. Et lui-même dépend de l'instant précédent, etc. Et comme chaque instant dépend de l'instant précédent, il est totalement dénué d'existence indépendante. Essayez de vous absorber dans la vacuité de cette conscience en l'instant présent. Sortir de cette absorption sur la vacuité semblable à l'espace, vous pouvez être dans la post-méditation semblable à l'illusion,
ou dans la post-méditation, du yoga de la déité, cette sagesse de la vacuité, félicité, se manifeste sous la forme de la déité pour le bien de tous les êtres. Merci beaucoup. Très bien. Alors, pour Antoinette, qu'est-ce qu'on a dit ce matin? On a parlé des deux vérités. Qu'est-ce qu'on a dit? Que si c'est une vérité ultime, ce n'est nécessairement pas une vérité conventionnelle. Et que si c'est une vérité conventionnelle, ce n'est nécessairement pas une vérité ultime. Donc les deux vérités sont contradictoires. Il n'y a rien dans tout l'univers intersidéral de Doctor Strange qui soit à la fois une vérité ultime et une vérité conventionnelle. C'est impossible. Mais les deux sont une même entité. Les deux sont une même entité, comme la tasse et sa couleur, comme la personne et ses agrégats. Ouais, ça vous parle? Si les deux vérités étaient deux entités distinctes, la personne réaliserait, même un yogi réaliserait la vacuité d'existence inhérente d'une tasse et continuerait de saisir son existence absolue, puisque la vacuité de la tasse et la tasse sont deux entités différentes, comme une table et une chaise. Ouais, ça vous parle? Ouais. Donc, par rapport à, par rapport à ça, par rapport à ça, si les deux vérités étaient des entités séparées, ça veut dire comme vous avez une table et une chaise l'une à côté de l'autre. Donc, vous pouvez réaliser ce qui est la table, ça ne changera rien par rapport à la chaise. La table, elle vit sa vie de table, la chaise, elle vit sa vie de chaise. Si la vacuité de la personne était séparée de la personne, vous pourriez réaliser encore et encore la vacuité de la personne, vous continueriez à saisir le soi de la personne, puisque les deux sont séparés. Donc, ils ne sont pas séparés. C'est ce que veut dire le sutra du cœur. Zup tompao, tompani zupso. Zul et tompani shemain, tompani le kanzu shemaino. La forme est vide. La vacuité est la forme. La forme n'est autre que la vacuité et la vacuité n'est autre que la forme. Pour dire qu'elles sont une même entité, qu'elles sont, elles ne peuvent pas être séparées l'une de l'autre. Mais l'une n'est pas l'autre. Ça joue? Ça, c'est très important. Très, très important. Ok, Maria, tu as loupé la méditation sur le Mahamudra? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Pardon, je dois m'absenter bientôt. Il y a Abbé Rinpoché qui vient du Bhoutan, il va passer au centre. Oui, c'est ce que m'a dit Richard. Ouais. Voilà, et ça serait très... Voilà, il faut Oui, que je sois. Je regarderai ok. l'autre partie en direct. D'accord, Enfin, ok. en direct, en différé. En différé. Impeccable. Donc, peut-être qu'il y aura une session au centre Akshobia au mois de mars. Je vais pouvoir venir là-bas pendant un week-end. Ah, génial. On va pouvoir se voir, Oui, on va pouvoir se voir, ça sera avec grand plaisir. Je peux rester jusqu'à 3 heures moins quart. comme tu veux, autant que tu veux. Oui. Ouais, impeccable. Et donc, on a dit justement les deux vérités sont une même entité. Ouais, si c'était deux entités séparées, comme on a dit, on pourrait réaliser autant comme autant la vacuité d'un phénomène. Ça ne changerait rien. On saisirait toujours l'existence en soi de ce phénomène. Donc, il y a plein de conséquences à l'absurde qu'on trouve dans les textes qui diraient que les deux vérités seraient des entités distinctes. Ouais, ok. Donc maintenant, elles sont une même entité. Mais être une même entité ne veut pas dire être une. Ouais, l'une n'est pas l'autre. Ouais, si la vacuité était la tasse, en voyant la tasse, on verrait sa vacuité. Ce serait génial, ce serait tous des arias depuis des temps sans commencement. Il n'y aurait pas besoin de se prendre le chou à étudier la vacuité, à l'analyser encore et encore. En voyant la tasse, on verrait la vacuité, puisque les deux seraient une seule et même chose. Vous êtes d'accord? La tasse serait permanente, puisque la vacuité est permanente. Ouais. La vacuité aurait des aspects distincts, comme les tasses, les tables et n'importe quelle vérité conventionnelle ont des aspects distincts. Or, la vacuité, c'est toujours la même saveur, c'est toujours une même absence d'existence inhérente d'un phénomène ou d'un autre.
Ok, donc en effet, la vacuité de la tasse et la tasse sont contradictoires, mais sont une même entité, exactement comme la personne et ses agrégats. Une personne et 5 agrégats, c'est contradictoire, mais les deux sont une même entité. Mais ça vous parle? Ça, c'est très important. Ok, très bien, très bien. Très bien. Et on a dit aussi qu'il y avait une distinction entre vérité conventionnelle et existence conventionnelle. C'est quoi la différence? Les deux vérités sont une existence proche d'une existence conventionnelle. Les deux vérités ont une existence conventionnelle. Parce qu'aucune vérité n'a d'existence ultime. Avoir une existence ultime, ça reviendrait à avoir une existence absolue, indépendante, intrinsèque, inhérente, purement objective, par ses propres caractéristiques, et rien n'existe comme cela. Pas même la vacuité, pas même la vérité ultime. La vérité ultime est l'absence d'existence ultime. Elle est elle-même dénuée d'existence ultime. Ouais, ça vous parle? C'est cool ça. Elle existe conventionnellement. Parce que si ça existe et que ça n'existe pas de manière indépendante, ça existe de manière dépendante. Et exister de manière dépendante, exister de manière conventionnelle, c'est exactement pareil. Ouais, ça joue. C'est pour raffiner notre point de vue. Parce qu'il y a eu certains maîtres qui ont dit que la vérité ultime avait une existence ultime. Parce qu'elle était trouvée à l'issue d'une analyse ultime. Par exemple, on cherche la tasse dans sa base d'imputation, est-ce qu'on la trouve? Non, non. Si on cherche la tasse ultimement, est-ce qu'on la trouve? On la passe dans la machine à rayons X ultime, est-ce qu'on la trouve? Non, on ne la trouve pas. Qu'est-ce qu'on trouve? Sa vacuité d'existence ultime. Donc certains ont dit, puisqu'on trouve la vacuité à l'issue d'une analyse ultime, elle résiste à une analyse ultime. Pas du tout. Oui, eh ben, mais on peut la réifier, par exemple. Moi, l'absence de mon guay, parfois je la réifie. L'absence de mon toutou. Des fois, je la réifie. Pourtant, c'est une absence. Ouais. Et donc, on peut tout réifier, on peut tout absolutiser. Hélas, même la vacuité. Par exemple, Dolpopa Sherab Jensen, pour lui, la vacuité a une existence absolue. Ce n'est pas que la vérité ultime, c'est une existence ultime aussi. Il le dit clairement dans son texte sur les écoles, sur les principes philosophiques, où il dit que la vérité ultime est vide des vérités conventionnelles, mais elle n'est pas vide d'existence ultime. Il le dit littéralement. Donc ça pose question. Sauf que si on met cette vacuité on la soumet à l'analyse ultime, on la met dans la machine à rayons X ultime, est-ce qu'on la trouve? Non! Ça veut dire que même la vacuité a une vacuité d'existence ultime. Elle est dénuée d'existence ultime. L'absence d'existence ultime de cette vacuité, ce sera la vacuité de la vacuité. Ouais, ça vous parle? Ok, donc maintenant, comment est-ce qu'on essaie de décrypter tout ça grâce au raisonnement? Grâce au raisonnement. Donc là, on va en avoir quelques-uns, c'est juste les antipasties par rapport au week-end prochain. Le week-end prochain, on va vraiment passer du temps par rapport à ça. Ouais, ok, donc là, c'est juste quelques raisonnements pour essayer d'avoir une analyse ultime. Très bien. Ok. Et donc, vous avez par exemple ni un ni multiple. Ni un ni multiple. Ouais, si ça existe, c'est soit un, comme le ballon, il est tout seul, il est comparé à rien, soit c'est différent. Ouais, vous avez un ballon qui est différent d'autres ballons. Ouais, vous êtes d'accord? Si ça existe, c'est... Oui, différent, la définition, c'est phénomène distinct. Et multiple, la définition, c'est plus que un. Donc, c'est très similaire. C'est très similaire. C'est-à-dire que si c'est différent, c'est pas nécessairement plus que un. Dans certains débats, par exemple, cette table est différente d'une corne de lapin, mais elle est toute seule, elle n'est pas plus que un. Il y a la corne de lapin. Mais la corne de lapin n'existe pas, donc elle n'est ni une ni différente. La table, elle est différente de la corne de lapin. La corne de lapin n'est pas différente de la table, parce qu'elle n'existe pas, mais la table est différente de la corne de lapin. Ceux qui suivent les débats le savent déjà. Donc c'est pour ça que dans ce cas-là, multiple et différent, c'est pas toujours la même chose. Ça dépend vis-à-vis de quoi on compare le truc. Mais en général, dans la plupart, dans 99,9% des débats,
multiples et différents, ça va être le même raisonnement. Donc, on a dit, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ouais, vous êtes d'accord? Si, donc ça, c'était parmi les 4 principes essentiels. D'abord, c'était quoi le premier principe essentiel? La négation, trouver l'objet de Exactement. négation. Trouver l'objet de négation, exactement. Savoir ce que l'on cherche. Tout simplement, savoir ce que l'on cherche. Et ensuite, le second, c'était quoi? Exactement. Si, oui, oui, c'est pas grave. Je suis sûr qu'Antoinette le peut. Ils sont en train de me chercher. J'arrive plus à me remémorer. Ouais, l'implication selon Ah laquelle, oui, l'implication. oui, oui, oui. Si, oui, oui, exactement. Voilà, exactement. Et essayez d'abord de comprendre le truc juste au sens conventionnel. Si ça existe, c'est soit un, soit différent. Ça, c'est déjà le premier truc. Voilà. C'est soit un, soit différent. Si ça existe, c'est soit un avec sa base d'imputation, soit différent de sa base d'imputation. Ouais. Exactement. Dans le second essentiel, c'est l'implication. L'implication selon laquelle, si ça existe de manière inhérente, ça doit être intrinsèquement un avec sa base d'imputation ou intrinsèquement différent de sa base d'imputation. Puisque si ça existe, ça doit être soit l'un, soit l'autre. Sa base d'imputation. Le phénomène imputé est sa base d'imputation. Sa base de désignation, si vous préférez. Pour la personne. Pour la personne, exactement, la base d'imputation, c'est les agrégats. Tout à fait. Pour la table, la base d'imputation, les parties de la table, l'ensemble des parties, etc. Ouais. Là, on cherche quelque chose d'inhérent. Si vous lisez Nagarjuna, si vous avez la chance de lire Arya Nagarjuna, gardez bien à l'esprit parce qu'il y a une magnifique traduction en français, Stance du milieu par excellence de Guy Bugeaud, qui était philosophe à la Sorbonne, prof de philo à la Sorbonne. Je ne sais pas s'il y est toujours. Mais j'ai l'impression que dans son développement, dans son commentaire, il voit que après un certain temps, on veut en venir à Nagarjuna, mais dès le départ, il cherche une cause absolue, un effet absolu, un temps absolu, des conditions absolues, une personne absolue. Il ne cherche que ça. Il ne se préoccupe jamais de l'existence conventionnelle. Jamais, sinon il serait nihiliste. Ouais, donc ça, c'est très important. L'objet de négation, c'est vraiment qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce qu'on recherche une simple personne? Est-ce qu'on va la trouver? Bien sûr que oui. Sauf que la simple personne, si on la soumet à l'analyse ultime, on ne la trouvera pas non plus. Donc c'est ça le danger. C'est que si on dit je cherche le simple jeu et je le cherche de manière ultime, est-ce que je vais le trouver? Non plus. Donc c'est là le danger, se dire bah, puisque le jeu n'existe pas ultimement, il n'existe pas du tout. Non, le jeu existe conventionnellement. Alors que le jeu inhérent n'existe ni ultimement ni conventionnellement. C'est ça la différence. Si on dit que je n'existe pas, on va dire bah, attends, pince-toi, comme dit sa sainteté. Parce que rien n'existe ultimement. Exactement, ça veut dire que dans la machine à rayon X ultime, tout ce qu'on met dans la machine à rayon X ultime, est-ce qu'on va le trouver? Non. Oui. Non, on ne le trouvera jamais. Qu'on mette un jeu inhérent dans la machine à rayon X ultime ou le simple jeu, aucun des deux ne sera trouvé. C'est là le danger de se dire, puisque mon jeu n'est pas trouvé ultimement, il n'existe pas. Si, il existe conventionnellement, parce qu'il est dans la machine à rayon X conventionnelle, il va être trouvé. Mais le jeu inhérent, ni dans la machine à rayon X ultime, ni dans la machine à rayon X conventionnelle, il ne sera trouvé. Tu ne le trouveras même pas. Parce que quand on a étudié les kayas, par exemple, quand on était à Genève, on a passé un week-end sur le refuge. Un week-end. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, les pauvres. Je les ai saoulés pendant un week-end avec les 4 kayas.
Je les ai saoulés. Maintenant, au moins, là, je pense que vous savez ce que c'est. Avec le marteau. Exactement, tout à fait. Je crois que c'est mon préféré. Faudrait tort avec la tronche de Captain America. Ouais. Et encore même le nouveau Captain America, c'est même plus Chris Evans. Ouais. Ok, très bien, très bien. Laissez tomber. Qui en est digne? Exactement, sauf, mais il se pose la question, s'ils mettent le marteau dans un ascenseur, est-ce qu'il va monter? Ah, l'ascenseur n'en est pas digne. Ok, laissez tomber. Oui. Ok, on va recommencer. On va recommencer. Essayez de bien graver ça en lettres de feu sur la voûte céleste turquoise. Si ça existe, c'est soit un, soit différent. Très bien. Donc maintenant, si le jeu inhérent existait, il serait le même principe. Il serait soit un, soit différent de ces agrégats. Vous êtes d'accord? Ok. Mais si le jeu inhérent existait, il ne serait pas simplement que un avec les agrégats. Il serait intrinsèquement un avec les agrégats. Puisqu'il est inhérent. Puisqu'il est, exactement, puisqu'il est absolu, il serait absolument un avec les agrégats. Et donc, il n'y aurait même pas de distinction conceptuelle. On ne pourrait même pas dire le jeu et les agrégats. On dirait, bah, si on dit les agrégats, on dit le jeu. C'est la même chose. Exactement. Maintenant, si on dit, OK, la personne intrinsèque n'est pas intrinsèquement une avec les agrégats parce que 5 serait égal à 1. Et donc, ça, c'est pas possible. Donc, la personne est le jeu inhérent est différent des agrégats. Différent des agrégats, conventionnellement, ça joue. La personne est différente des agrégats. Mais si c'était une personne inhérente, elle serait intrinsèquement différente des agrégats, donc séparée des agrégats. Même la perception directe serait capable de les distinguer. Et c'est pas possible non plus. Donc ça, c'est l'issue de ce raisonnement, c'est se dire, puisque la personne inhérente n'est ni une avec les agrégats, ni différente des agrégats, il n'y a tout simplement pas de personne inhérente. Puisque ce qui n'est ni un ni différent n'existe tout simplement pas. Mais pour certifier l'absence d'existence ultime, on est obligé de faire une analyse ultime. Et puis ça fait un parallèle. Oui. Ok. Ça veut dire que puisque l'existence inhérente, la personne inhérente n'est ni une ni différente de ces agrégats, elle n'existe ni ultimement, ni même conventionnellement, puisque pour exister conventionnellement, il faut être soit un, soit différent. Ouais. Alors que la personne conventionnelle, juste la personne qui parle, qui bouge, etc., cette personne, conventionnellement, est bien différente des agrégats. Mais elle n'est pas intrinsèquement différente des agrégats, puisqu'elle est purement conventionnelle. Ouais. Sauf que cette personne conventionnelle, si on la soumet aussi à la machine à Linux ultime, on ne la trouvera pas non plus. Parce que la machine à Linux ultime, elle zoome. Elle zoome tellement qu'elle ne trouve plus l'objet qui était initialement recherché. En fait, tout simplement, elle zoome. C'est comme si tu vois un magnifique paysage et tu zoomes avec tes jumelles. Qu'est-ce que tu vois? Des particules. Et où est le paysage? Il n'est plus envisagé. Donc, ce qui est trouvé, ce n'est pas le paysage dans l'analyse ultime. Ce qui est trouvé quand on met ne serait-ce qu'une personne conventionnelle dans l'analyse ultime, ce n'est même pas la personne qu'on va trouver. Donc, ça veut dire que la personne conventionnelle n'est pas trouvée à l'issue d'une analyse ultime, même elle. Sauf qu'elle est trouvée au regard d'une analyse conventionnelle. Mais la personne ultime, la personne absolue, elle n'est trouvée sur aucun des deux plans. Ni ultimement, ni conventionnellement. Pour les prasanghikas. Parce que les swatantrika, ils vont dire, ultimement, il n'y a pas de personne absolue ou inhérente. Conventionnellement, oui. Les prasanghikas disent, sur aucun des tableaux, il y a de personnes inhérentes. Exactement. Parce qu'elles n'existent tout simplement pas. C'est très important, mais ça mérite d'être, il faut analyser encore et encore. Voir vraiment ce que veut dire une analyse ultime. C'est une analyse qui zoome, qui ne se satisfait pas de trouver quelqu'un dans la pièce, qui se demande, mais c'est quoi vraiment une personne? Où est-ce qu'on peut la trouver dans ces agrégats? Ça, c'est une analyse ultime. Et est-ce qu'on peut la trouver? L'analyse conventionnelle, elle permet d'établir l'existence conventionnelle.
En fait, si on fait une analyse conventionnelle, on trouve quelque chose. Si on fait une analyse ultime, on trouve rien. Quel que soit l'objet qu'on met dedans. De toute façon. C'est une machine, c'est pas. Oui. Si on met un phénomène, ouais, je pense que c'est ça que voulait dire Jonathan. Parce que nous, si on est Spider-Man, machine conventionnelle, on ne trouve pas même pas. Exactement. Maintenant, ma question, c'est comment est-ce qu'on en arrive? Parce que là, j'ai l'impression qu'on saute une étape entre le simple moi, le simple jeu et le jeu ignorant. Et c'est vrai que chez nous, c'est pas naturel, pour n'importe quel être ordinaire, de dire c'est le moi ignorant du jeu. Qu'est-ce qui nous fait arriver à ce raisonnement que le problème vient d'un moi inhérent et pas d'un simple moi? Le simple moi, tout va bien. Le simple moi, il n'y a aucun problème quand on développe la compassion pour vis-à-vis de tous les êtres. Quand on développe de la compassion pour soi-même, on n'est pas en train de réifier soi-même, on a de la compassion pour soi parce qu'on existe conventionnellement. Et notre compassion n'est pas en désaccord avec la réalité. Elle est parfaitement soutenue par une condition valide. Nous existons et nous souffrons conventionnellement. Pour chercher un remède justement à cette souffrance, on va la chercher dans un monde conventionnel. J'ai une question de chaque femme, c'est un monde Comment ça? moi, c'est un peu l'impression que j'ai. Je n'ai pas compris. Moi, quand je passe à l'analyse de moi, je ne pense pas nécessairement à moi, je pense à un moi. Ah oui, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Attention, c'est très dangereux. Globalement, enfin, quel est le raisonnement? C'est très dangereux. Voilà, le problème vient d'un moi humain. Alors, c'est parce qu'il faut... Oui, c'est la saisie elle-même. Ça veut dire que quand on pense à juste soi, j'existe, je parle, je mange, etc., tout va bien, on existe conventionnellement, c'est certifié par une condition valide. Dès l'instant où il y a une erreur, c'est cette erreur qui pense que la personne existerait de son propre côté de manière inhérente. Ça, c'est discordant, c'est totalement fantaisiste, totalement à côté de la plaque. Et à cause de ça, on va saisir forcément des qualités réelles ou supposées de soi-même, les défauts réels ou supposés de soi-même. On va être soit dans l'orgueil obsessionnel, soit on va être dans la sous-estimation de soi. Et pour les autres, ça va être pareil, on va être attaché dans l'aversion, etc., dans la jalousie, etc., etc. Ouais. C'est de voir que fondamentalement, du point de vue bouddhiste, notre erreur est une cognition fausse. Notre erreur est une cognition fausse. Jamais la cognition valide est un problème. Au contraire, elle est valide, elle est en accord avec la réalité. Globalement, dans une fausse, il faut sans savoir qu'elle est fausse, à part quand on étudie, voilà. C'est pour ça qu'on nous met sur la voie du moi inhérent. Parce que exactement. Si on dit ça, le moi, il va chercher un moi inhérent. Oui, mais si les gens ne cherchent pas, ne savent pas ce qu'ils cherchent, qu'est-ce qui peut fonctionner? Qu'est-ce qui peut fonctionner? Il faut savoir ce qu'on cherche. De se dire, tiens, il y a bien un problème, il y a bien un être en conventionnellement, il y a bien quelque chose qui ne va pas tout seul. Comment j'arrive à me dire que le problème, ce n'est pas le moi conventionnel, c'est le moi en moi. Exactement. Mais comment je vais dans le raisonnement. Et par le ressenti aussi, quand on est dans l'aversion, l'attachement, la colère, la jalousie, l'orgueil, on peut voir, alors bien sûr, comme dit sa sainteté, la plupart du temps, c'est la saisie d'un soi autosuffisant et substantiel, mais au cœur de tout ça, il y a aussi la saisie d'un soi inhérent. Au cœur de tout ça, fondamentalement. Oui. Ce qu'il expliqué, parce que moi j'ai exactement le même problème. J'arrive pas à faire le lien en quoi cette vérité ultime qui nous semble quand même assez, on va dire, logique, ce qu'on a vu, tout ça, ça paraît assez évident. Je ne fais pas le lien avec le problème de la vie quotidienne. Oui. Par exemple, si je donne un bête exemple, je fais mon job, je me trompe de traitement, il y a un patient qui passe aux soins intensifs. Moi, je suis convoqué chez le médecin conseil, je me fais retirer, j'ai plus de bloc de quotidien par famille, ok. Mais je ne vois pas qu'est-ce que ça a comme lien avec ce moi inhérent. Parce qu'en fait, je suis dans ce cas-là, il n'y en a aucun. Tu vois ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, il n'y en a aucun. Dans ce cas-là, c'est juste une cognition fausse conventionnelle. Ça veut dire que si par exemple... Ah, mais là, il n'y a aucun problème. Là, il n'y a absolument aucun problème. Le problème n'est pas... Mais en fait, il n'y a pas de problème au sens ultime. Il y a un problème au sens où c'est juste une cognition fausse conventionnelle. On se trompe de personne. On se trompe de médicaments. On se trompe si on propose un truc qui, je suis allergique, je fais un œdème de Quick et je pourrais mourir, ou un autre truc, si je me trompe de tasse, c'est juste quelque chose de conventionnel, c'est juste une cognition fausse conventionnelle, ça n'a rien à voir avec le soi ultime. Mais le problème, le soi ultime, qu'est-ce qui a fait que j'ai une existence
qui est associée à une allergie qui pourrait me faire mourir, etc. Qu'est-ce qui fait que j'ai créé cette existence-là? À cause de la saisie d'un soi ultime, initialement. C'est ça qui fait que je suis dans une situation où je peux mourir à cause d'une cognition fausse conventionnelle. Tu vois ce que je veux dire? C'est là le problème dans le bouddhisme, notre problème, c'est le samsara. Notre problème, c'est pas est-ce qu'on se trouve de médicaments, etc. Ça, c'est un problème extrêmement secondaire du point de vue bouddhiste. C'est réglé de manière très temporaire. Mais même si on règle ce problème de ne plus se tromper de médicaments, etc., on ne se trompera plus jamais, on est quand même dans le rêve qu'on prend pour la réalité. C'est ça le vrai problème pour le bouddhisme. C'est ça le samsara. Et donc, pour m'asseoir ailleurs et dire, tout ça, c'est juste un rêve, moi je me réveille, sur lequel je ne vis plus dans le monde conventionnel. Tu vois, je ne comprends pas le lien. Non, non, c'est comme on a dit tout à l'heure, l'absence d'existence ultime implique l'existence conventionnelle. La vacuité implique la causalité et la causalité karmique. Elle ne l'oblitère pas, surtout pas. Sinon, on n'est pas dans la voie médiane. Donc, pour s'asseoir et méditer sur la vacuité, il faut se dire, mais de quoi je suis vide? De quoi je suis totalement dénué depuis le départ? Désolé. De quoi je suis dénué? De quoi est-ce que les phénomènes sont vides? C'est ça qui va régler le problème sur le long terme. C'est pas ça qui va t'aider à reconnaître un médicament par rapport à un autre. Attention, hein, ça n'a rien à voir. Parce que là, on fait une recherche ultime. Là, c'est une recherche conventionnelle, un médicament par rapport à un autre. En fait, on essaie d'éviter au départ le problème conventionnel qui se présente. Alors ça, qui peut le plus, peut le moins. C'est sûr que si vous voulez vous débarrasser de la souffrance la plus subtile, il faut déjà commencer à se débarrasser de la souffrance grossière. Il faut déjà commencer à développer l'éthique et ne plus renaître dans les mondes inférieurs. Ça, c'est déjà le minimum syndical. Donc, vouloir se débarrasser du problème sur le long terme n'empêche pas de gérer les problèmes sur le court terme. Mais ce sont deux trucs totalement différents. Il pourrait être complètement dépressif et voir tout en noir et avoir envie d'exploser. Par contre, il a conscience que son noir n'existe pas. Son moi inhérent. N'existe pas. Tout ça existe de légèreté et de bénéficité. Oui, voilà, tout à fait. Oui, mais c'est tout à fait. Oui. Problème conventionnel. Alors, oui, mais Ou faire face dans un problème. oui, Là, on va dire, oui, mais cette philosophie-là, elle implique le conventionnel. Ça veut dire que quand on sait qu'un médicament est vide d'existence inhérente, c'est justement parce qu'il est vide d'existence inhérente qu'il peut tuer. Et donc, plus on a conscience de la vacuité, plus on a conscience de nos actes, de la causalité. Normalement, si ce n'est pas le cas, c'est qu'on n'est pas sur la voie médiane. Ouais, donc c'est très important de voir que la vacuité, notre compréhension de la vacuité, doit nous inviter à plus d'éthique, plus de circonspection quand on agit au quotidien, etc. Et donc, plus on est circonspect, plus on fait attention à quel type de médicament on donne à quel type de pathologie. Et ça, c'est extrêmement temporaire, mais c'est déjà énorme. Mais bien sûr que la compréhension de la vacuité, comme on l'a dit, c'est l'antidote ultime. C'est l'antidote ultime. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des antidotes temporaires. Au contraire, ça veut dire que si on est dans la confusion, quand on est au boulot, on essaye de méditer, on essaye de garder de la clarté de l'esprit, on essaye d'être compatissant, de pourquoi est-ce que je viens bosser, quelle est l'utilité de tout ça. Donc ça n'a rien à voir avec la vacuité par contre. Mais c'est déjà énorme. Et ultimement, si on veut se soigner du samsara, se réveiller du sommeil de l'ignorance, dans ce cas-là, on a nécessairement besoin de la vacuité. Mais la vacuité n'est pas la réponse à tout. Elle explique tout. Elle permet tout, mais elle n'est pas la réponse à tout. Si on avait un manuel de soit demandé que soit libre. Si on veut expliquer ce qu'il y a, non. Exactement. Donc, tu as des drôles d'expériences à faire dans ta vie. Donc, c'est ça, c'est de voir que, comme on a dit tout à l'heure, si par exemple quelqu'un voit que des problèmes autour de lui, c'est que sa compréhension, son esprit projette des problèmes partout. Et l'autre personne qui vient à l'Ermitage au Népal, etc., qui voit tout comme étant sympathique, c'est qu'elle a une autre perception des choses. C'est-à-dire que ça n'appartient pas à la boue, à la pluie, etc., que d'être dégueu et d'être repoussant.
quelqu'un peut trouver ça sympa. Ouais. Donc, ça veut dire que un problème n'est pas un problème de son propre côté. Ça veut dire qu'il y a une solution. S'il y a un problème, il y a une solution, en général, la plupart du temps. Ouais. Donc, c'est ça que la vacuité nous permet de comprendre, de se dire qu'il y a une interdépendance, qu'il y a, en dépendance d'un médicament qui existe, qui est vide d'existence inhérente, il y a le potentiel pour lui de générer le décès chez quelqu'un qui est vide d'existence inhérente. Oui, c'est bien que les problèmes ne sont pas des problèmes mauvais en soi. Oui, ils ne sont pas mauvais en soi, ils sont mauvais. Exactement, nous on pense que c'est mauvais de son propre côté, or c'est mauvais parce qu'on le trouve mauvais. Oui, Jean-Paul. Euh, Ce matin, tu as parlé comme quoi des fois on a cette impression qu'on est dans le vide quand on dort. Ou bien, par exemple, c'est en méditant, à un moment donné, tu n'as plus la conscience qu'on toi. Mm. Et là, quelquefois, par expérience, ça c'est flippant, et je bouge pour me remettre dans mon corps. C'est le moi conventionnel, c'est lequel qui a peur de ne plus être dans mon corps et dans le corps. Ouais, ça dépend, hein, s'il y a une peur. Parce que la Mazarin Gauthier disait, si vous avez une expérience comme ça, vous l'avez fait la preuve, ça fait 3 mois, là, il disait, c'est important si vous êtes dans cette sensation de méditer sur la vacuité. Mm. Donc ça veut dire que c'est le remède à une certaine saisie. À une certaine saisie. Ouais. Donc, c'est Parce bon. qu'en général, si on a peur, en général, si on a peur, c'est qu'il y a déjà quelque chose où il y a une certaine saisie d'un certain côté. S'il n'y a plus de cette saisie, si on se dit ce moi n'existe pas de manière inhérente, il est juste interdépendant, etc., il y a peu de chances qu'il y ait ce type de peur. Normalement. Ça veut dire que quand on dit dans les textes, que on peut avoir une forme d'effroi quand on médite sur la vacuité ou on lit un texte d'Alianagarjuna, etc., on a une forme de panique, etc., c'est très bon signe. C'est très bon signe parce que là, c'est notre saisie qui est là, de toute façon, qui commence à flipper parce qu'elle se dit, tiens, je vais peut-être plus servir à grand-chose. Et donc, c'est notre ego qui est là, qui se dit, oh là là, elle est en train de flipper. Donc, c'est très sain, c'est très utile parce qu'après, on se dit, bah, finalement, où est ce moi? Il est où? Exactement. S'il existait, on devrait le trouver à l'issue de cette analyse. Donc, c'est très, très utile d'avoir ce type d'expérience. Très, très utile. C'est très précieux. OK. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? Ah oui, pardon. Des problèmes, c'est ça que je comprends. Hum. Mais comment on fait le lien avec les sinon, on pourrait dire, dans l'exemple de Greg, il a tué un patient et qu'on lui dise que c'est pas un problème, soit. Comment on peut fixer C'est pas un problème de son propre côté, mais ça reste un problème conventionnellement. Le fait qu'il y a rien ultimement ne veut pas dire qu'il n'y ait rien conventionnellement. Le fait qu'il n'y ait pas de moi ultimement ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un moi conventionnel. Exactement. Donc ça veut dire quand même qu'il y a bien rien. Il y a bien et mal. Ah oui, là là. Conventionnellement, parce que pour les personnes écartes, tout ce qui existe n'est que conventionnel. Comme on l'a dit, hein, mais c'est difficile, hein, mais je le comprends tout à fait, parce que pour moi aussi, c'est difficile. La vacuité, comme on l'a dit, c'est la vacuité d'existence inhérente du karma, d'un effet par rapport à ses causes, etc. Ce n'est pas la vacuité d'existence, c'est la vacuité d'existence absolue. Et cette vacuité d'existence indépendante implique l'existence dépendante. Un effet dépend de ses causes. Une souffrance dépend de karma malsain. Et un bonheur dépend de karma sain. Et donc, c'est possible parce que c'est vide d'existence inhérente. Si ça n'était pas vide d'existence inhérente, si c'était doué d'une existence inhérente, rien ne serait possible. L'effet existerait de son propre côté, il ne naîtrait de rien. Soit il existerait pour toujours, depuis toujours, soit il ne viendrait jamais à l'existence. Donc, il faut prendre le contre-pied, c'est exactement ce que fait Nagarjuna. Il prend vraiment le contre-pied de cette ignorance. Il dit, si, par exemple, dans le chapitre 4 sur les formes, quand il dit, pour une forme qui existe déjà, quel besoin a-t-elle d'avoir une cause? Pour une forme qui n'existe pas, quel besoin a-t-elle d'avoir une cause? Si une forme existe déjà de son propre côté, elle n'a pas besoin de cause. Elle existe de son propre côté. Et si elle est non existante de son propre côté, il n'y a pas de cause. Des milliards de causes ne la feront jamais venir à l'existence. Ça, c'est très important. Très, très important. Ouais, ça vous parle? Ouais, c'est génial, c'est très important.
La vacuité implique l'éthique, implique la causalité karmique, ne la réfute jamais. Elle implique la causalité. Puisqu'il n'y a pas d'existence absolue, il y a une existence dépendante. Les causes, leurs effets, etc., existent de manière dépendante et sont efficaces de manière dépendante, sont infaillibles de manière dépendante. Ok, donc ça, c'était ni un ni différent. Est-ce que ça vous parle, ce raisonnement? Ok. Si ça vous parle, vous comprenez le raisonnement quintuple d'Arya Nagarjuna et vous comprenez aussi le raisonnement septuple d'Acharya Chandrakirti qu'on développera le week-end prochain. Ouais, donc soit un, soit différent, il n'y a pas de troisième possibilité. C'est la loi de contradiction. C'est-à-dire que c'est soit un, soit différent, ça ne peut pas être les deux. Et il n'y a pas de troisième possibilité. Ouais, ça peut être, si ce n'est ni l'un ni l'autre, ça n'existe tout simplement pas. C'est ça que ça veut dire. Pour clarifier juste ce que tu viens de dire avant, Ouais. que la vacuité implique l'éthique. Oui, C'est pas réellement la vacuité de l'existence intrinsèque qui implique l'éthique. Comme je disais, c'est que comme il n'y a pas d'existence absolue, toute existence est nécessairement dépendante. relative, hein, dépendante. Donc c'est parce que ça existe en dépendance que l'éthique existe et enfin, que ça existe en fait et qu'on est là-dedans, quoi. Et C'est ça, pas la vacuité en tant que si, telle si. Parce que si ça existe en dépendance, c'est parce que c'est totalement dénué d'existence indépendante. Ouais, enfin, c'est et l'un et l'autre, quoi. Voilà. Exactement. L'un et l'autre se rejoignent totalement. Ils se rejoignent totalement. Ils sont contradictoires. La vacuité et l'existence dépendante sont contradictoires. Une vacuité, c'est nécessairement permanent. L'existence dépendante, c'est impermanent. On pourrait dire ça peut être un existant dépendant peut être impermanent. Ouais. Mais en effet, la vacuité et l'existence dépendante sont contradictoires, mais leur sens est totalement le même. Si on réalise bien de quoi il s'agit, l'un est juste une formulation de l'autre. L'autre implique L'un. aussi la même chose. Exactement. D'accord, c'est Tout aussi à l'autre fait. implique l'autre. Exactement. Ça, c'est très important. Gardez bien ça à l'esprit. L'absence d'existence indépendante implique l'existence dépendante. Et l'existence dépendante implique l'absence d'existence indépendante. Nécessairement. Oui, exactement. C'est ce qu'on va voir dans la suite des diapos. Ça tombe bien. Bravo. Merci Camille. Donc là, on est toujours. Alors, on va voir les mignons cet après-midi. J'espère qu'on aura le temps après la pause. Ouais, on devrait avoir le temps. OK. Donc là, on a... Calmez-vous. OK, soit un, soit différent. Très bien. Donc là, on a une base d'imputation. Imaginons qu'on parle de l'Europe. Ouais, l'Europe physique, etc. Ça, c'est la base d'imputation. Vous avez différents pays, etc. Vous avez différents territoires, des forêts, des lacs, des mers, etc., etc. Et vous avez l'Europe elle-même, un phénomène imputé et sa base d'imputation. Tout le monde est d'accord? L'Europe, c'est le phénomène imputé. Les territoires, en vrai, les mers, les montagnes, tout ça, c'est la base d'imputation. Les deux sont une même entité. Vous êtes d'accord? Ça veut dire que si on trouve la base d'imputation de l'Europe, on trouve l'Europe. Si on trouve l'Europe, on trouve sa base d'imputation. Les deux sont une même entité. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Si l'Europe était sa base d'imputation, il y aurait autant d'Europe que de pays. Si l'Europe était exactement la même chose que la base d'imputation, pas une même entité, hein, mais une avec la même chose, exactement. Il y aurait 36 pays, il y aurait 36 Europes, puisqu'il y a 36 pays. 36, je ne suis pas très sûr, mais beaucoup. Vous êtes d'accord? Oh, on dit une Europe. Plusieurs pays. Vous êtes d'accord? Salut Maria Messé, à bientôt. Prends bien soin de toi. Merci. À bientôt. Ouais, la Suisse, elle est en bleu, ouais. Alors après, je sais pas, parce qu'elle fait pas partie de Schengen, c'est peut-être pour ça, à mon avis. Ouais, là, c'est peut-être l'Europe de Schengen, c'est possible. Ouais, c'est peut-être pas l'Europe. Hein? Là, voilà. Voilà, le continent, mais pas l'Europe de Schengen. Pas le. Voilà. C'est peut-être pour ça. Ouais. Mais soyez pas trop sur les détails, hein. C'est vraiment une illustration. OK. Très bien. Donc, vous êtes d'accord pour dire que si la base d'imputation était exactement la même chose que le phénomène imputé, il y aurait autant d'Europe que de pays. Oui, il y aurait un seul pays puisqu'il n'y a qu'une seule Europe. C'est tout simple.
OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? Ou bien les multiples pays seraient un seul. OK, donc on vient de le dire. Maintenant, si l'Europe était intrinsèquement autre que sa base d'imputation, quelles seraient les conséquences? C'est que ce seraient deux entités différentes. On pourrait trouver l'Europe en plein milieu de l'océan Indien. Exactement. On dirait, ah bah tiens, l'Europe est là. Mais non, ça n'a rien à voir avec la base d'imputation. On pourrait la trouver séparée d'elle. Vous êtes d'accord? Donc, ce n'est ni l'un ni l'autre. Donc, il n'y a pas d'Europe absolue. Il n'y a pas d'Europe inhérente, intrinsèque. C'est ça que ça veut dire. C'est imputé. En conclusion, cela ne peut pas exister de manière inhérente. On a touché la cible, on a fait mouche. Maintenant, le roi des raisonnements, qui fait d'une pierre deux coups. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des raisonnements. Parce que si on dit ni un ni multiple, on réfute l'existence inhérente. Vous êtes d'accord? Si on emploie les éclats de diamant, etc., qui ne n'est ni de lui, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause, à ce moment-là, on réfute la production inhérente. Vous êtes d'accord? Ouais, si vous avez l'habitude du Bodhisattva Shantideva, donc ça, on le fera le week-end prochain, c'est pas très grave. OK, donc à chaque fois, chaque raisonnement réfute l'existence inhérente, mais ne parle pas du tout de la façon dont les choses existent. Alors que le roi des raisonnements, le roi de l'existence dépendante, lui, il échappe aux deux extrêmes, les deux abysses de l'absolutisme et du nihilisme. L'existence dépendante, c'est la voie médiane entre les extrêmes, puisque c'est l'existence. L'existence réfute quoi? Le nihilisme. Le nihilisme. L'existence réfute l'inexistence. L'existence, vous êtes d'accord? Pour dire que l'existence réfute l'inexistence. Donc, l'existence réfute le nihilisme. Et dépendante réfute quoi? Indépendant. L'éternalisme, l'absolutisme, l'indépendantisme. Ouais. Et donc, c'est pourquoi l'existence dépendante à elle seule réfute l'absolutisme et le nihilisme. Elle réfute les deux. C'est pourquoi c'est le roi des raisonnements. C'est la voie médiane entre les extrêmes. Ça, c'est magnifique. C'est vraiment à garder à l'esprit. Il faut la graver en lettres de feu sur la voûte céleste. C'est très important. L'existence dépendante, l'existence réfute le nihilisme, la dépendance réfute l'indépendance, donc l'absolutisme. Et donc, l'ensemble des deux réfute les deux extrêmes. L'existence dépendante réfute les deux extrêmes. C'est ça la voie médiane. C'est l'existence dépendante. Waouh! Donc, vous avez la dépendance causale. L'œuf et la poule! C'est tombé, c'est un vieux truc d'il y a quelques années en arrière. OK, vous êtes sûr qu'une poule dépend d'un œuf? C'est un autre coup. Alors, d'un œuf en général, on n'a pas dit. Si je disais, est-ce que vous êtes sûr qu'une poule dépend d'un œuf de crocodile? Là. Demandez à ça, c'est quoi l'œuf ou la poule en fait? Alors? Mais ça, on aimerait tous avoir la réponse. Ah, mais il y a une réponse. Il y a une réponse prasangika. Les deux viennent en même temps. Deux viennent en même temps. Pour les prasangika, pour les prasangika, pour les prasangika, en effet, pour tout le monde, même pour mon chien, hélas, et qui est peut-être, j'espère, sous forme humaine, même pour lui, c'était facile. Vous secouez le paquet de croquettes, il sait déjà quel effet il va avoir. Ouais, donc il sait très bien que cet effet, le fait de manger, de s'en mettre plein la panse, dépend de la cause. Tout le monde le sait, même les animaux. Un effet dépend d'une cause. Une vache sait que si elle va boire, eh ben, c'est pour obtenir le fait d'étancher sa soif. Donc elle sait qu'un effet, le fait d'étancher sa soif, dépend d'une cause, le fait d'aller boire. Tout le monde est d'accord? Tout le monde peut s'en rendre compte. Il n'y a pas besoin d'être prasangika ou bouddhiste, etc. Très bien, maintenant pour les prasangika, la cause dépend de son effet. Exactement, c'est quoi la définition d'une cause? Ce qui produit. Ce qui produit. Et donc, s'il n'y a pas d'effet à produire, comment est-ce qu'on peut l'appeler une cause? Donc, c'est par anticipation par rapport à son effet qu'on appelle tel ou tel phénomène une cause. Ça veut dire que son effet n'existe pas encore. Quand on a l'œuf, on n'a pas encore la poule. Elle est nommée cause en dépendance de l'effet. Elle est nommée cause en dépendance de l'effet qu'on anticipe. C'est la désignation conceptuelle.
Vous êtes d'accord? Ça ne veut pas dire que la cause existe après son effet. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, elle existe en même temps que son effet. Ce n'est pas possible non plus. Elle existe avant son effet, mais son entité de cause, sa nature de cause, dépend de l'effet qu'on anticipe. Ça, c'est très important. Ça, c'est la désignation dépendante. Ok, ça joue. Ouais, mais l'œuf est venu avant. Bon. Alors, l'œuf est venu avant la poule. En fait, il n'y a pas d'œuf sans poule. Et il n'y a pas de poule sans œuf. Oui, mais en vrai, alors ça se passe comment? Dans le conventionnel. En vrai, les oiseaux, ils viennent des dinosaures. Donc, ça veut dire qu'il y a nécessairement un dinosaure qui a pondu un œuf, qui est devenu un dinosaure hybride, qui est devenu, etc., jusqu'aux oiseaux. Je pense que c'est comme ça. Ouais. Et après, les dinosaures, eux-mêmes, ils sont venus des œufs. Et donc, après, ils sont venus, les dinosaures, ils sont venus de certains poissons, etc., et les poissons, des amibes, etc., etc. Si on reprend l'évolution de Darwin. Exactement. Ouais, exactement. Si on prend l'évolution de Darwin, c'est comme ça. Ouais. Et donc, on pourrait dire que oui, il y a d'abord eu les poissons, et les poissons eux-mêmes, certainement, ont commencé à faire des œufs, mais peut-être qu'au début, c'était une reproduction un petit peu comme certaines bactéries ou certaines algues aussi qui se reproduisent par, comment ça s'appelle, par division cellulaire. Ça pourrait être ça, pourquoi pas. Alors, on arrive à trouver, malgré tout aussi, on arrive à trouver. Avec les acides aminés qui sont nés aussi même de certaines météorites, etc. Aussi, tout à fait. Il y a plein oui, et même certainement des preuves scientifiques. Tout à fait. Ok, la dépendance causale. Donc, dépendance causale, je remets avant, sinon vous allez lire et pas m'écouter. La dépendance causale, c'est la signification littérale de pratitya samutpada, de origine dépendante, production dépendante. Production, ça veut dire quoi? Produit. C'est le sens littéral de production dépendante. Ouais. C'est, en sanskrit, on peut dire c'est prapya samutpada. Prapya samutpada, ça veut dire c'est l'émergence dépendante. C'est l'origine dépendante, la production dépendante. OK. Et comme on a dit aussi, la cause aussi dépend de son effet. Ouais, exactement, comme le tout dépend de ses parties. Et les parties dépendent du tout. S'il n'y a pas de tout, il n'y a pas de partie. S'il n'y a pas de partie, il n'y a pas de tout. Pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Ça, c'est le second niveau de dépendance, plus subtil. Apeksha samutpada. C'est la dépendance par relation, la dépendance relationnelle. Le tout dépend de ses parties, comme les parties dépendent du tout. Le long dépend du court, comme le court dépend du long. Le haut du bas, le bas du haut, la gauche, la droite, etc. Le bien du mal. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est très important, parce que ça s'applique même aux phénomènes permanents. L'espace incomposé, il dépend de ses parties, les directions est, ouest, etc. La vacuité dépend de ses parties, etc., etc. Donc, même les phénomènes permanents dépendent de leurs parties, même s'ils ne dépendent pas de cause. Alors que si on prend la production dépendante au sens littéral, ça veut dire que seuls les impermanents sont dénués d'un soi. Et les permanents sont doués d'un soi parce qu'ils ne dépendent pas de cause. Ouais. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Oui, exactement. Oui. Par exemple, si on dit, par exemple, la vacuité d'une table, elle a des parties. La vacuité d'une table, elle a des parties. Par exemple, la vacuité d'une table réalisée par le Bouddha Shakyamuni, la vacuité de cette table réalisée par Arya Manjushri, etc. Ce sont les parties de la vacuité de la table. Par exemple, quelqu'un, par exemple, un Arya qui réalise la vacuité pendant 1 heure. Il réalise la vacuité pendant 1 heure, donc c'est-à-dire que la vacuité réalisée pendant la première minute est une partie de la vacuité réalisée pendant 1 heure. Alors, c'est toujours la même vacuité, mais réalisée en fonction de différents moments séquentiels. Ouais. Des parties, un phénomène permanent aura des parties, il n'est pas produit. Mais il n'est pas produit. La différence, elle est là. Exactement. Ça veut dire que n'importe quel phénomène, qu'il soit permanent ou impermanent, dépend nécessairement de ses parties. Les impermanents dépendent en plus de leur cause. Ouais, ça joue. Ouais, ça, c'est très important. Exactement.
Donc, toutes les directions sont les parties de l'espace incomposé. L'espace à l'est, l'espace au nord, l'espace au sud sont les parties de l'espace. En haut, en bas, Zanid, Nadir, les directions cardinales, intermédiaires, etc., etc. Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Le tout dépend de ses parties. Et comme les parties dépendent du tout, eh ben, il y a aussi la désignation dépendante. C'est le vrai sens de Pratitya Samutpada pour les Prasangika. C'est le vrai sens, c'est la désignation dépendante. Ok, il y en a qui reconnaissent peut-être ce château. Ouais! Ah, ça ressemble aussi. Mais c'est l'histoire sans fin. Ça doit être peut-être l'épisode 2 ou l'épisode 3, je ne suis pas très sûr, où Fantasia disparaît. Et il faut reconstruire Fantasia en lisant les mots sur la carte. Non, c'est d'accord. Sable, de la tour d'ivoire, le dernier grain de sable qui n'a pas été décrit, et il doit faire des lieux. Et c'est justement de son esprit que j'allais tous ces lieux. Exactement. Et donc, c'est pourquoi dans le numéro 2, Fantasia a disparu parce que plus personne n'y pense. Plus personne n'y croit. Et comment il s'appelle Oui, avec sa copine. Sébastien et sa copine. Bastien, pardon. Bastien et sa copine lisent la carte de Fantasia et au fur et à mesure qu'ils lisent les territoires de la carte, ils se rematérialisent. Donc, c'est pas vraiment le bon exemple pour les Prasangika, mais c'est très proche. C'est pourquoi j'ai choisi cet exemple. C'est que si on oublie totalement de désigner Fantasia, Fantasia cesse d'exister. Donc, Fantasia existe au travers d'une désignation. C'est un petit peu pour ça que j'ai choisi cet exemple-là, même si c'est pas tout à fait ça. Ça veut dire que exactement. C'est pour ça que Sassante, dans Appearing and Empty, dit que la désignation, le phénomène imputé et la base imputation peuvent être séquentiels ou coémergents, coexistants. Par exemple, est-ce que les nations premières aux États-Unis ont découvert l'Amérique ou pas? Donc, ils ont découvert l'Amérique puisque c'est les premiers à y aller. Ah, alors, c'était pas l'Amérique, c'était quoi alors? Une autre désignation. Par exemple, si vous montrez une tasse, si vous montrez une tasse pour un bébé tout jeune, est-ce qu'il voit une tasse ou pas? Bon, un Il objet. ne voit pas de tasse. Il va voir les situations. Ah, mais ne pas savoir ce que c'est ne veut pas dire qu'on ne voit pas la tasse. Il voit la tasse, par exemple, avant d'étudier le Madhyamaka, nous, on ne savait pas qu'une tasse était une vérité conventionnelle. Et pourtant, c'était une vérité conventionnelle, même avant qu'on le sache. L'Amérique était l'Amérique avant même qu'on lui donne son nom. C'est pourquoi, pour les Prasangika, la base imputation et le phénomène imputé peuvent être distants dans le temps, c'est pas très grave, tant que c'est conventionnel. Ils peuvent, la base imputation peut venir après, par exemple, un inventeur. Un inventeur, il a déjà la désignation conceptuelle. Et après, il fabrique son objet. Donc, il y a la base imputation qui vient après, c'est pas grave. Et parfois, ça vient en même temps. Par exemple, vous avez une association caritative, vous faites une assemblée générale et vous désignez quelqu'un comme étant le président de l'association. Au moment même où il est désigné, c'est le président. Et dès que vous avez une autre assemblée générale et que vous êtes désigné un autre président, le premier cesse de l'être, puisqu'il n'est plus désigné comme tel. Donc, dans ce cas-là, la base imputation et le phénomène imputé coexistent. Mais pas toujours. Loin de là. Ça vous parle? Ça, c'est magnifique pour les Prasangika, parce que pour les Prasangika, la base imputation et le phénomène imputé n'ont pas de relation inhérente. Ont une relation conventionnelle, pas une relation inhérente. Une relation inhérente, ça veut dire, par exemple, si j'ai la relation inhérente avec le trône ici, ça veut dire que même dans mon lit, je dois avoir le trône collé à mes fesses. C'est ça une relation inhérente. Or, je n'ai aucune relation inhérente avec ce coussin. Je peux très bien m'enlever. Heureusement d'ailleurs. La relation inhérente, ça veut dire qu'il faudrait qu'il y ait de la glu inhérente entre les deux, entre le phénomène imputé et la base imputation. Non? J'ai l'impression de parler charabia, non? Est-ce que ça vous parle? Ça, c'est très important. Ça, c'est important. De quoi la glu? Et après, on va voir les mignons cet après-midi. Mais là, ça demande qu'on ait une pause entre les deux. C'est le troisième type de dépendance, c'est le plus subtil. La première, c'est la production dépendante.
au sens littéral. Ensuite, la dépendance relationnelle. C'est parti. Ouais, le tout et c'est parti, ou voire même le long et le court. L'un n'est pas la partie de l'autre, pourtant l'un est relatif à l'autre. Ouais. Et enfin, la désignation dépendante. La désignation dépendante, c'est très important. Il n'y a quand même pas de relation inhérente avec les parties. Exactement. Ça aussi. Pourtant, ça va ensemble tout le temps, hein. Les Oui, parties pareil. et les trucs sont importantes. Par exemple, par exemple, par exemple, si tu vas dans un magasin suédois et que tu vas acheter une table en kit, est-ce que tu achètes une table ou pas? C'est un kit, disons. Est-ce que c'est une table? Est-ce que c'est une table ou pas? C'est potentiellement une table parce que on anticipe sur ce que ça va devenir. Par exemple, un autre exemple. Il y a plein d'exemples comme ça qui sont vraiment géniaux. Celui-ci, il vient de Venag chez Lossel. Vous voyez quelqu'un qui est dans la forêt et qui ramasse du bois. Est-ce que c'est quelqu'un qui va fabriquer une niche pour son chien? Est-ce qu'il est en train de ramasser du combustible? Pour le feu, ça dépend. Si on sait que cette personne va faire du feu 5 minutes après, il est en train de ramasser du combustible. Le bois n'est pas du combustible tant qu'on n'a pas l'intention d'en faire du feu. Ça reste juste du bois. Donc, ça veut dire que ça dépend de la désignation conceptuelle. Si moi j'ai un autre exemple, vous vous baladez en montagne et vous voyez des pierres blanchâtres, très jolies, ça décore un peu le terrain, etc. Vous dites c'est juste des pierres. Puis après, vous marchez encore quelques mètres et vous voyez une ruine. Et qu'est-ce que vous vous dites en revoyant les pierres? Que les pierres sont les parties du tout. Mais tant qu'on n'a pas le tout à l'esprit, ces pierres ne sont pas les parties du tout. Elles sont juste des pierres éparses par terre. Elles deviennent les parties d'un tout parce qu'on a le tout à l'esprit. Exactement parce qu'on a un concept. C'est magnifique. Alors, quatrième Bhumi, peut-être. Parce que, comme dit Sassante, jusqu'au quatrième Bhumi, on continue d'étudier, d'analyser, etc. Même quand on aura une réalisation directe de la vacuité, en post-méditation, il faudra à nouveau analyser, etc. Ouais, ok. Donc là, si vous avez compris, c'est magnifique. C'est une très bonne introduction. Et donc, on verra les raisonnements plus en détail la fois prochaine. J'espère que vous serez intéressés parce que c'est juste un aspect extrêmement précieux. On va faire une pause avant de continuer. Merci beaucoup. C'est super. Merci beaucoup, Antoinette. À dans 7 minutes. Salut. Très bien. OK. Donc là, ça fait partie de certains raisonnements. Il y a bien sûr les éclats de diamant qui sont très, très importants à connaître. C'est la toute première strophe du Madhyamaka Shastra de Nagarjuna. Ouais. Rien, nulle part, ne naît de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause. C'est juste magnifique. Et le Madhyamaka Vatara d'Acharya Chandrakirti, le chapitre 6, est presque exclusivement un commentaire de cela. Donc ça, c'est très, très utile. Et le chapitre 9 du Bodhisattva Shantideva aussi mentionne ce raisonnement. Donc c'est très, très important. Donc on verra ça la fois prochaine. On n'a pas le temps de voir tout aujourd'hui. C'est tout à fait normal. Et donc, comme on a dit, l'ensemble des phénomènes est nécessairement divisé en les deux vérités, quelles que soient les écoles bouddhistes, et même non bouddhistes d'ailleurs, on pourrait dire. Certains non bouddhistes acceptent les deux vérités, mais pas les mêmes, bien sûr. Et pour les prasangika, les deux vérités, on a dit vérité conventionnelle et vérité ultime. Ouais, on a dit une vérité conventionnelle, c'est pas une vraie vérité, vous êtes d'accord? C'est pas une vraie vérité. C'est pas une vraie vérité parce que ce n'est pas vrai, parce que c'est vrai au regard de l'ignorance. Ce qui est vrai au regard de l'ignorance n'est pas vrai. Donc c'est faux. Ça a une existence fausse. Ça n'a pas d'existence véritable. Vous êtes d'accord? Et donc, c'est ce que dit Acharya Chandrakirti. Il dit qu'en effet, il y a les deux vérités mentionnées par le Bouddha et il y a Sassante Dharma dans Appearing and Empty qui dit que c'est très important d'insister sur le fait que les vérités conventionnelles, en effet, sont certifiées par une condition valide conventionnelle, mais sont fausses. Il dit c'est très important. Il dit certains enseignants pendant des années ont essayé d'insister sur, et chez les Gulupas en particulier, sur le fait que les vérités conventionnelles, en effet, pour éviter d'être nihilistes, sont certifiées par des conditions valides. C'est tout à fait juste, il faut le garder. Mais elles sont fausses. Elles sont fausses.
elles ne se manifestent pas de la façon dont elles existent, contrairement à sa sainteté pour Paul Ekman. Ouais, sa sainteté se montre exactement telle qu'il existe. Et les vérités conventionnelles se montrent à l'opposé de la façon dont elles existent. Elles se montrent comme si elles existaient de manière absolue, tout en étant dénuées d'existence absolue. Vous êtes d'accord? Donc, n'importe quelle vérité conventionnelle est fausse. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, dans le monde conventionnel, comment est-ce que les prasangika font pour distinguer le vrai du faux? Pour distinguer un vrai tableau d'un faux tableau? D'où mes diapositives! D'où l'importance des lapins crétins! Des lapins crétins! Ouais, regarde là. Non. Ok. Je suis sûr que vous attendiez que ça, de voir ça. Ouais, c'est les lapins crétins. Ils sont totalement stupides. Ils ont toujours un balai à toilette dans les mains. C'est très drôle. Si vous allez au Futuroscope, il y a une animation avec les lapins crétins. Toute la durée du truc, on est assis sur des toilettes. Et c'est les toilettes qui bougent. C'est trop drôle. Il y a un tandem à 2 places, sauf que les 2 places, elles vont dans le sens opposé. C'est très drôle. Ok. Et les mignons, bien sûr, c'est mes favoris pour les débats habituellement, le vendredi, le jeudi, tout ça, quand il y a des diapos. Très bien. Donc, distinguer le vrai du faux. Ok. Exactement, parce que, comme on a dit, une vérité conventionnelle est fausse. Donc, comment est-ce qu'on peut dire qu'elle est vraie? Comment est-ce qu'on peut dire qu'un tableau est vrai tout en étant faux? Par expertise, sauf que l'expertise est fausse, elle aussi, pour les prasangika. Donc, comment est-ce qu'on fait? Donc, vous êtes chez les lapins crétins. L'expert. On nomme un expert On a un expert qui, lui, est faux, qui a un idée. ce qui n'existe pas vraiment. Donc, il existe de manière fausse. Ok. Tout le monde dit que c'est vrai. Donc là, vous êtes chez les lapins crétins. Ouais, ouais, ils invitent les mignons. Et donc, ils disent, regardez, on a la Joconde. C'est trop drôle. J'adore. Regardez, on a la Joconde. Et est-ce que tout le monde peut se rendre compte que c'est un faux tableau? J'espère que oui. Les mignons sont là. Ils se disent, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc, ils sont éclatés de rire. Exactement. Et donc, les mignons disent, non, non, regardez, nous, on a la vraie Joconde. Et donc, ils disent, regardez. Ça, c'est un vieux truc quand je faisais les classes de révision au Pays-Bas de Nalanda. Ah ouais? Ah non, non, elles existent sur Internet. Non, non, j'ai pas fabriqué le diaporama, oui, mais pas les images. Et donc, ils disent, voilà, et les lapins regardent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok, donc ils se sont écroulés de rire aussi. Très bien. Et donc, aux yeux du monde, ces tableaux sont faux. Vous êtes d'accord? Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire aux yeux du monde? Pour les Prasangika, exactement. Exactement. Oui, exactement. Ça veut dire ça. La perspective mondaine, c'est très spécifique pour les Prasangika. La perspective mondaine, c'est n'importe quelle cognition valide, conventionnelle. C'est ça que ça veut dire. Qui n'est pas nécessairement informée par la vacuité, qui n'a pas nécessairement d'approche de la vacuité. C'est ça une perspective mondaine. Et donc, il y a énormément de débats chez les Gelugpa et ailleurs pour savoir si, dans une perspective mondaine, quelque chose peut être vrai. Parce que là, on dit oui, ça, ce sont des faux tableaux, d'accord. Mais imaginons qu'ils voient la vraie Joconde. Est-ce qu'elle est vraie pour les Prasangika? Parce que tout existe de manière fictive. Oui, alors c'est vrai, c'est pas des faux tableaux. Mais imaginons que ce soit, tu vois, des répliques, comme ça existe partout. Ouais, il y a des faux billets, il y a des faux tableaux, il y a des faux quoi, des faux profs, des faux pratiquants, etc. Hein. Exactement aussi. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour distinguer le vrai du faux? Comment est-ce qu'on fait? Donc, une perspective mondaine, et c'est bien de garder ça à l'esprit, une perspective mondaine, même un arya à cette perspective mondaine, en post-méditation. Sauf que lui, il est informé par rapport à la vacuité. Ouais, donc il peut faire la distinction. Oui, il y a beaucoup de débats. Si vous lisez, ouais, oui, oui, exactement. Chez les Gelugpa, par exemple,
Il n'y a rien. Si ça vous intéresse et que vous lisez l'anglais, franchement, je ne peux que vous conseiller ce livre, The Two Truths, de Guy Newland. Un bijou, un vrai bijou. C'est difficile. Il faut prendre son temps. Il ne faut pas avoir quelque chose dans les 5 minutes à faire. Il faut prendre son temps pour le lire. Mais c'est juste magnifique. Guy Newland, qui a fait aussi Apparence et réalité. Appearance and Reality. C'est lui aussi ce texte-là sur les deux écoles, les deux vérités selon les 4 écoles. Mais The Two Truths, c'est juste un magnifique trésor. Les deux vérités. Les deux vérités. The Two Truths. Les deux vérités. Ouais. Guy Newland. Il est toujours de ce monde et il est toujours, c'est un exceptionnel prof. Et vraiment, son livre mérite d'être lu. Après, si vous voulez apprendre aussi les débats par rapport au Gelugpa et au Kagyupa, Nyingmapa, etc., vous avez The Two Truths Debate. Ça, c'est un très, très bon livre aussi. Vraiment, ça explique vraiment la distinction vraiment spéciale de la Tsongkhapa. Sa lecture très spéciale. Guy Newland. C'est tout simple. C'est tout simple. Mais il faut lire l'anglais. Il faut quand même être assez fluent en anglais pour lire ça. Parce que déjà, quand on comprend l'anglais, c'est déjà un défi. Hein? Si. Oui, oui, exactement. OK. OK. En général, ceux que je conseille avec des étoiles dans les yeux, je les ai. OK, très bien. Donc, ces tableaux ne sont pas vrais pour le monde. Selon la perspective mondaine, tout le monde est capable de savoir que ce cri-là n'est pas le cri. Ouais. Que cette Joconde-là n'est pas la Joconde. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire que même nous, enfin même moi, qui suis suffisamment brut de décoffrage et plutôt stupide, j'arrive à me rendre compte que ça, ce n'est pas la Joconde. Vous êtes d'accord? Ouais. OK. Il est d'accord. Parce que si je vais trop vite après, le fait qu'il soit authentique, parce que chaque fois je mets un tableau différent, c'est ça qui est drôle. C'est un Matisse, non, je crois. Le fait qu'il... Non, c'est pas Matisse, c'est Magritte, exactement. Le fait qu'il soit authentique n'existe pas même conventionnellement. Vous êtes d'accord pour dire que le fait qu'un faux tableau soit vrai, ça n'existe même pas conventionnellement. OK, gardez bien ça à l'esprit, c'est vraiment phrase par phrase, hein. Les tableaux eux-mêmes sont des conventions. Les tableaux eux-mêmes existent. OK, parce qu'ils sont certifiés par une commission valide. Ouais. Même les faux. Même les faux. C'est un tableau. Même le Même faux, c'est un tableau. Même le faux, c'est un tableau, exactement. Donc le faux lui-même, le faux tableau est une vérité conventionnelle. Parce qu'il existe. Et que ce n'est pas une vérité ultime. Exactement. Par contre, le fait qu'il soit vrai, ça, ce n'est même pas une vérité conventionnelle. Ça n'existe même pas dans la vérité conventionnelle, au sens conventionnel. Car ces apparences, ouais, là c'est vraiment le concours, hein. Car ces apparences existent. J'adore. Et au Futuroscope, quand on attend dans la salle d'attente, dans son tour, de s'asseoir sur les toilettes, il y a plein de tableaux, il y a plein de trucs comme ça, c'est très drôle. OK, donc, car ces apparences existent, elles sont réalisées par une condition valide conventionnelle. Donc, le faux tableau existe. Tout le monde est d'accord. OK, ces tableaux restent des vérités voilées en général ou des vérités conventionnelles en général. Ouais, très bien, parce qu'ils existent. Car ils semblent exister véritablement, mais n'existent pas véritablement. Donc, ce sont des vérités conventionnelles, des vérités vraies pour l'ignorance. Bravo, bello. Pourtant, tout ici est une fiction. Rappelez-vous que là, nous sommes dans mon diaporama. Ouais. Très bien. Donc là, on va arriver au numéro 2. Encore chez les lapins crétins. Très bien, très bien. Donc, ils disent, regardez, on a... J'adore celle-là. On a une ventouse. Elle est trop drôle, celle-là. Donc, les lapins crétins disent, ah, regardez, on a la Joconde. Et les mignons disent, ah, n'importe quoi, ils n'ont pas compris. C'est toujours pas la Joconde. La vraie Joconde se trouve où? Au Louvre.
Exactement. Dans cet épisode numéro 2, C'est ce qu'on croit, en tout cas. c'est ce qu'on pense. Après, maintenant, alors imaginons que ce soit vraiment elle, qu'elle soit au Louvre. Vous êtes d'accord? Ok, donc c'est vrai. Sauf que, aux yeux du monde, l'un est faux et l'autre est vrai. On est d'accord? Aux yeux du monde, en dépendance de la perspective mondaine, on devrait mettre. En réalité, c'est la meilleure façon d'échapper au débat, c'est en dépendance de la perspective mondaine. L'un est faux et l'autre est vrai. Parce que, aux yeux du monde, tout est faux en réalité, puisque tout apparaît comme existant de manière inhérente, mais n'est pas réalisé comme étant faux. Et donc, aux yeux du monde, tout semble vrai. Tout semble vrai aux yeux du monde, ouais. Mais en dépendance d'une perspective mondaine, on peut dire que l'un est vrai et l'autre est faux. Donc, le premier est faux en dépendance d'une perspective mondaine, et car sans avoir besoin de réaliser la vacuité, on peut se rendre compte qu'il est faux. Heureusement d'ailleurs, un expert qu'on va désigner, cet expert, ça c'est un Dali, cet expert, un faux Dali, cet expert n'a pas besoin de réaliser la vacuité pour dire que ce tableau est faux. Heureusement d'ailleurs, sinon très peu, nombreux seraient les experts. Il faudrait qu'ils soient tous prasangika. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on peut réaliser qu'un tableau est faux sans avoir besoin de réaliser la vacuité. OK, car on réalise qu'il n'existe pas tel qu'il apparaît, tout simplement. Il semble être un vrai tableau, mais ce n'est pas un vrai tableau. Le deuxième est vrai aux yeux du monde, car sans réaliser la vacuité, le monde ne réalise pas qu'il n'existe pas tel qu'il apparaît. C'est ça qui fait la différence. La Joconde donne l'impression d'exister de manière inhérente, mais n'existe pas de manière inhérente. Et ça, si on n'a pas une compréhension de la vacuité, on ne pourra pas le comprendre. On ne pourra pas voir qu'en réalité, elle est fausse. Même si elle est vraie en dépendance d'une perspective mondaine, elle est fausse pour le Prasangika. Ça, c'est très important pour les maîtres comme Acharya Chandrakirti. Les mignons et les lapins ne réalisent pas qu'ils sont dans une fiction. Ils sont juste dans mon diaporama. Et donc, ils parlent d'une vraie Joconde et d'une fausse Joconde. De toute façon, les deux, au regard d'un Prasangika, ont une existence fausse. Ouais, ça vous parle? Ça, c'est très... Alors, les Prasangika vont dire que tout a une existence fictive, parce que rien n'a d'existence véritable, mais ils vont dire un vrai tableau est vrai en dépendance de la perspective mondaine. Pas pour nous qui sommes Prasangika, parce que pour nous, tout existe de manière fictive. Sauf la vacuité, parce que la vacuité, comme on l'a dit, elle est vraie. Elle se montre exactement telle qu'elle est à une réalisation directe. C'est la seule. Est-ce que ça vous parle? Oh. Pas les apparences, enfin, il voit les choses telles qu'elles sont, quelque part, voir Quoi, pardon? un arnaque qui est en Il ne voit rien. il a une perception directe. Il ne voit rien. Il voit une absence, il ne peut pas voir les vérités conventionnelles. Et voir une absence, ça ne veut pas dire ne voir rien? Si les Ça veut dire ne voir rien? apparences, parce que les apparences sont trompeuses, il est trompé par les apparences. S'il les Alors, voit telles qu'elles sont et que ce sont des absences, il voit quelque chose, il voit une absence. ouais, mais une absence, c'est une forme de... Par exemple, C'est l'absence d'existence indépendante. est-ce qu'il y a un éléphant adulte dans la pièce? Est-ce qu'il y a un, é- est-ce, est-ce qu'il y a un éléphant adulte dans la pièce? Non. Et donc, comment est-ce que vous le savez? Est-ce que votre cognition valide certifie son absence? Oui, exactement. Et donc, de quelle tête a l'absence d'un éléphant dans la pièce? Une simple absence, une simple négation, une négation non affirmative. Il est à droite de toi, Christophe, si jamais. L'absence, tu veux dire, ou l'éléphant? Les deux. L'absence de l'éléphant. L'absence d'éléphant est à ma droite. Donc, elle n'est Voilà. pas à gauche alors. Non, non. Une absence est une négation non affirmative. Alors oui, Essayez de bien garder ça à l'esprit parce que c'est très important aussi. C'est pour ça qu'on ne peut pas laisser la moindre place à la réification si c'est une négation non affirmative. Si c'était une négation affirmative, on pourrait à la rigueur saisir quelque chose d'existant de manière inhérente. La vacuité doit être une négation non affirmative, sauf dans le Dzogchen. Ça, c'est vraiment spécifique, c'est une autre façon de pratiquer la vacuité. Alors, une négation affirmative, c'est par exemple je ne bois pas de café l'après-midi. Ça veut dire quoi?
Ouais. Si je dis je ne bois pas de café l'après-midi. Le matin, exactement, ça veut dire que je nie le fait que je boive du café l'après-midi. J'implique que j'affirme d'une certaine manière, de manière implicite, que je bois du café le matin. Ça, c'est une négation affirmative. La vacuité, c'est une négation non affirmative. Ça veut dire je ne bois pas de café. Je ne dis pas ce que je bois ou quand je le bois. C'est juste une négation non affirmative. La vacuité doit être une négation non affirmative. Est-ce que, comme c'est une négation de l'existence indépendante, est-ce qu'on aurait plutôt tendance, cette fameuse aria, à capter l'existence dépendante, c'est-à-dire à capter tout, ouais. Non, je veux dire, de capter tout Non, ce qui se passe, parce que ça existe en dépendance. pas pour n'importe quel arya. Seul un arya Bouddha. Seul un arya Bouddha. Les aryas qui ne sont pas des Bouddhas ont le voile cognitif, ça vous le savez. Ouais, alors, Ce voile cognitif a pour fonction non seulement l'apparence de l'existence inhérente, mais aussi le fait que les deux vérités soient séparées. Ouais. Donc, soit elle réalise directement un arya qui n'est pas un Bouddha, soit elle réalise directement la vacuité et pas les vérités conventionnelles, soit elle réalise directement une vérité conventionnelle et pas la vacuité. Seul un Bouddha a éliminé ce voile cognitif et voit les deux vérités en même temps, sans aucune confusion. Seul un Bouddha ne sort jamais de son absorption méditative sur la vacuité tout en réalisant les vérités conventionnelles. Alors, l'ékaya, c'est qu'au moment de l'éveil. Exactement. Donc, un arya, on pourra dire, il n'a plus d'existence, sa perception sur la vacuité, c'est en l'absence totale d'apparence dualiste. Il y a plusieurs apparences dualistes. Il y en a au moins 3. Pour les prasangika, l'apparence, quand on voit une vérité conventionnelle, il y a l'apparence d'une vérité conventionnelle. C'est la première apparence dualiste. Ensuite, il y a l'apparence d'une distinction sujet-objet. Quand je vois une table, je ne suis pas une table. Moi qui vois la table, je suis distant de la table. Voilà, donc il y a une distinction, j'espère. Et le troisième type d'apparence dualiste, c'est l'apparence dualiste de l'apparence d'existence inhérente. L'apparence d'existence inhérente. Ça, c'est le troisième type d'apparence dualiste. Ça, c'est un objet d'abandon. Les deux autres, pas du tout. Donc, le premier, c'est l'apparence dualiste d'une vérité conventionnelle. Une vérité relative, une vérité conventionnelle, etc. Le second, c'est l'apparence dualiste de la distinction sujet-objet. Une séparation sujet-objet. c'est la conscientisation de la différence. En fait, c'est juste une apparence. C'est pas nécessairement qu'on réalise cette apparence, c'est qu'elle se manifeste de toute façon. Il y a une distinction, par exemple, quand je vois l'ordinateur, et ben, l'ordinateur apparaît comme étant distinct de moi. Et c'est tout à fait valide. Par contre, il apparaît comme existant de manière inhérente. Ça, c'est pas du tout valide, puisqu'il est dénué d'existence inhérente. Donc, quand un arya réalise directement la vacuité, aucune de ces 3 apparences dualistes ne se manifeste. Aucune. Ni l'apparence d'une vérité conventionnelle, puisqu'il ne réalise que la vérité ultime, ni... Ah non, du tout. Du tout, du tout. Il n'y a que la vacuité qui lui apparaît, de manière non dualiste. Donc, il n'y a pas l'apparence d'une vérité conventionnelle, il n'y a pas l'apparence sujet-objet. Ça veut dire que c'est comme si sa conscience était totalement mêlée comme de l'eau claire versée dans de l'eau claire, comme on dit dans les textes. Et il n'y a pas l'apparence d'existence inhérente non plus. Forcément, parce que la vacuité se montre exactement telle qu'elle est. Et oui, on pourrait dire ça. Ça veut dire que ultimement, dans l'ultime, on ne perçoit aucune vérité conventionnelle. Mais là, ce serait, on pourrait dire que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus philosophique. De dire qu'il n'y a pas de forme qui résiste à l'analyse ultime, etc. Ça, c'est plus philosophique malgré tout. Oui, oui. Et exactement, quand Arya Avalokiteshvara dit il n'y a pas de forme, pas de son, etc., etc., il parle selon la perspective d'un Arya. Et exactement, Arya Nagarjuna, c'est pareil. Quand il dit il n'y a pas de rien ne naît de soi, ni d'autre, ni des deux, ni sans cause, c'est parce qu'il réalise l'ultime de tout ça. Il réalise, il va au-delà de la simple apparence. Oui. Oui. Qui est une simple négation aussi. Exactement. C'est surtout parce que l'espace est une simple négation de contact obstructif. D'obstruction. C'est-à-dire que la table, elle offre une obstruction. Mais l'espace lui-même, dans lequel s'inscrit la table, dans lequel nous nous inscrivons, etc., c'est une absence d'obstruction. Sinon, on serait figé.
Ouais, donc, il n'y a pas d'obstruction, c'est pour ça qu'on peut bouger. Cette simple absence d'obstruction, c'est une négation non affirmative. C'est pour ça que la vacuité, la méditation sur la vacuité est une méditation semblable à l'espace. Pour être sûr qu'on médite bien sur la vacuité et pas sur rien. Ah oui, exactement. Il faut savoir, par exemple, la définition de l'espace. La définition de l'espace, c'est simple absence d'obstruction. Et donc, si on médite sur la vacuité, il faut comprendre ce qu'est la vacuité sur laquelle on médite. Simple absence d'existence inhérente. Ça, c'est très important. Ensuite, quand la personne sort de son absorption méditative, il y a à nouveau, tant que cette personne n'est pas un Bouddha, les trois apparences dualistes. L'apparence d'une vérité conventionnelle, parce qu'il perçoit des vérités conventionnelles, l'apparence de séparation entre les vérités conventionnelles et sa conscience, et l'apparence d'existence inhérente. Au moment où on obtient l'éveil, il n'y a plus la troisième. Mais un Bouddha a tout à fait des apparences dualistes. Quand il perçoit une vérité conventionnelle, il y a bien une distinction entre son esprit et la vérité conventionnelle. Sinon, son esprit deviendrait une table quand il perçoit une table. Son esprit n'est pas une table pour autant. Ouais. Et il y a bien une distinction entre la table et sa conscience, mais il n'y a pas d'apparence d'existence inhérente, selon sa propre perspective, puisque c'est un Bouddha, il a éliminé même les traces de l'ignorance. Il n'a plus d'apparence d'existence inhérente. Ça vous parle ou pas? Ouais, c'est déjà un peu croustillant. On a du mal à s'imaginer. On ne dit pas comme ça. Voilà, c'est ça que je dis, on sera dedans. Parce qu'en fait, si on comprend la façon dont on perçoit un Bouddha, c'est là où on peut entrer dans le module sur les tantras. Parce que quand on pratique les tantras, on est censé se familiariser avec la façon dont on perçoit un Bouddha. C'est ça tout l'intérêt de la pratique tantrique. Sinon, il n'y a pas vraiment d'intérêt, c'est une visualisation comme une autre. Mais si vraiment on comprend la façon dont le Bouddha appréhende les choses, à ce moment-là, on peut vraiment voir qu'il est possible de générer un type de méditation où les deux vérités sont prises à l'esprit, sont appréhendées par l'esprit. Ça veut dire que, bon, on verra pour les tantras, mais on verra que la sagesse de la vacuité de la personne se manifeste sous la forme d'une déité pour le bien de tous les êtres. Et donc, il y a le profond et le vaste en même temps. Il y a la vacuité de la personne qui se manifeste sous la forme d'une déité. Il y a les deux vérités en même temps. Seuls les tantras sont capables de faire ça. Dans les sutras, c'est impossible. On influence notre sagesse de la vacuité grâce au vaste, grâce à la bodhicitta, et on influence la bodhicitta grâce à la sagesse de la vacuité. Mais il n'y a pas les deux en même temps, contrairement au tantra. Merci Lucia, à bientôt. Et donc, c'est important de voir justement quel type d'apparence dualiste il y a ou non. Parce que si on veut se familiariser avec la façon dont on perçoit un Bouddha, il faut savoir ce que lui perçoit. Si on veut utiliser le fruit sur la voie. Ouais. OK, maintenant qu'on a dit ça, la question de Nathalie, c'était par rapport à l'identité de la personne quand elle dort et quand elle est dans le rêve, c'est ça? En fait, la personne ne se saisit pas nécessairement comme existant de manière inhérente, même quand elle dort, quand elle est dans le sommeil paradoxal, ou au moment de la mort, il n'y a pas nécessairement cette saisie non plus. Mais au moment de la mort, la plupart du temps, dans 99, enfin si la personne ne pratique pas les tantras de toute façon, il y a juste un retrait de la conscience, c'est-à-dire que la conscience ne réalise pas sa vacuité. Ce n'est pas nécessairement qu'elle saisisse son existence inhérente, mais elle ne réalise pas sa vacuité pour autant. Et donc, dans ce cas-là, c'est rebelote. C'est le souffle subtil qui émerge à nouveau et un bardo, une renaissance. Oui, oui. Alors, comment on fait pour accepter la causalité karmique et la causalité en particulier en l'absence totale d'existence inhérente? On pourrait dire que la vacuité d'existence inhérente implique la causalité, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Par exemple, moi j'aime bien cette image du filet d'Indra. Le filet d'Indra, c'est un truc mythologique dans la tradition indienne. C'est le palais d'Indra dans un paradis, etc., qui est orné d'un filet immense. Et à chaque intersection du filet, il y a un diamant qui reflète tous les autres. Alors moi, j'aime bien cette notion-là parce qu'un filet, c'est quoi? C'est du vide et du plein. Ça veut dire qu'il y a comment on dit, les fils, les mailles, exactement, qui existent parce qu'il y a du vide entre les mailles. Sinon, ce ne serait pas un filet, ce serait un tissu. Et donc, c'est pour ça que les mailles et le vide coexistent et s'impliquent mutuellement. S'il n'y avait pas le vide, ce ne serait pas des mailles d'un filet. S'il n'y avait pas les mailles du filet, il n'y aurait pas le vide entre les mailles.
Ouais, donc ça veut dire que la vacuité d'existence indépendante implique l'existence dépendante, implique la causalité. Si les effets existaient de manière inhérente, ils ne naîtraient de rien. Soit ils ne naîtraient jamais, soit ils naîtraient, ils existeraient, ils seraient produits pour l'éternité, etc. Hein? Ils naissent du vide. Ils naissent du vide d'une certaine manière. Leur naissance est permise par la vacuité. Mais c'est opérant pour lui-même. Ce n'est pas une condition non plus. C'est une condition qui doit être impermanente. Oui, elle permet l'existence. Par exemple, si je peux déplacer la tasse d'ici à là, c'est parce que l'espace permet cela. Il n'obstrue rien. La vacuité, c'est pareil. La vacuité permet la causalité parce que justement, elle empêche l'obstruction. Si les choses n'étaient pas vides, elles seraient douées d'existence inhérente et donc rien ne fonctionnerait. C'est justement parce qu'elles sont vides d'existence inhérente que ça fonctionne, exactement comme l'espace permet qu'on bouge. Non, non, ça n'a rien à voir. Ouais. Alors là, c'est par rapport au vidéo plein. Ça veut dire que la vacuité permet les mailles du filet. Oui. Les mailles, la vacuité qu'il y a entre les mailles permet l'existence des mailles. Sinon, ce ne serait pas des mailles. Sinon, ce serait du tissu. Ouais. OK. Donc, maintenant qu'on a vu que la vacuité permettait la causalité, vu que la causalité karmique fait partie de la causalité, la vacuité permet la causalité karmique aussi. Elle ne la réfute pas, elle l'implique. Ouais. Oui. Il n'y a pas de personne. Ma conception du moi devient négative. Pourquoi? Elle est imputée sur mes agrégats. Il y a un moi qui est imputé en dépendance des agrégats. Par exemple, est-ce que ton moi est imputé en dépendance des agrégats de maintenant? Ah oui. Oui, exactement. Et ton moi est aussi imputé en dépendance de tes agrégats de ce matin. Quand je me fais, j'ai plus d'actifs. Ah bon? Bah, tout se réserve dans la clinique. Et la claire-lumière, c'est pas un agrégat? Bah, Ah bon? Oui, c'est l'agrégat des consciences. La conscience mentale la plus subtile. Exactement. Elle fait partie des 5 agrégats. Nécessairement. Oui, tout à fait. Dans les 5 agrégats, on a les consciences. Et les consciences, il y en a combien? Combien de consciences avez-vous? Après le café le matin, hein, j'entends. 6. Et 6. Et la 6e, c'est la conscience mentale. Et cette conscience mentale a différents niveaux, de l'état de veille, l'état de sommeil paradoxal, le sommeil profond, l'évanouissement, le coma, la mort. La mort, il n'y a pas de plus subtil, mais c'est de la conscience mentale. Ce n'est pas le moi. Le moi est désigné en dépendance de cette conscience mentale. Mais il n'est pas la conscience mentale. Sinon, ce serait laquelle? Le moment 1, le moment 2, le moment 3? Toi qui as une conscience, mais moi, qui conceptualiser, ça va de cette conscience. De toute façon, on va dire, par exemple, quand le Bouddha parle dans les Jataka, il parle de ses vies passées. Où il dit, il y a plusieurs vies passées, j'étais un prince, j'étais un tel, je faisais ceci, je faisais cela. Est-ce qu'il parle de son moi de Bouddha? Non, il parle d'un moi quand il n'était pas encore Bouddha, où il était Bodhisattva. Et donc, il dit pas, quand il dit j'ai été un tel, il dit pas mon jeu actuel était cela. Il dit le jeu de la vie passée, qui est une même entité avec le continuum général, qui lui-même est une même entité avec le jeu actuel. Par exemple, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Chacun est une même entité avec la semaine. Ouais. Et donc, on peut dire que chacun est une même entité avec un continuum temporel. Et donc, quand on parle du continuum temporel, on peut très bien parler du jeudi ou du lundi, etc. C'est en fonction du curseur sur lequel on met. Quand on dit je, par exemple, est-ce que votre jeu de ce matin existe toujours? Non, il a cessé d'exister. Mais il était une même entité avec votre jeu général qui est désigné en dépendance de toute cette continuité. C'est pour ça que vous pouvez dire ce matin, j'ai fait ceci. Sinon, ce serait une personne totalement différente. Ce n'est pas une personne totalement différente, c'est une personne qui est dans le même continuum. Sauf que la personne de ce matin a cessé d'exister à 15h49. Déjà, oh la vache. Okay. Donc maintenant,
La causalité karmique, il y a deux réponses données par Acharya Chandrakirti. Il y a le dépositaire temporaire, la conscience mentale, ou le jeu, c'est surtout le jeu qui est désigné en dépendance de cette conscience mentale. C'est ça le dépositaire, on pourrait dire, temporaire. Euh, et oui, la conscience mentale, pardon, et le dépositaire temporel, et le simple jeu va être le dépositaire final, d'une certaine manière, de la causalité karmique, des graines karmiques. Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne comme ça veut dire que pour les prasangika, ce sont les seuls à dire que la désintégréité est impermanente. En général, chez les bouddhistes, la désintégration au présent est impermanente. Jigpa en tibétain. Jigpa, ça veut dire ce qui se désintègre. Et là, chez les prasangika, c'est shikpa. En tibétain, ça veut dire ce qui s'est désintégré. Donc la désintégréité, la désintégration au passé. Pour les prasangika, c'est impermanent. Par exemple, ils vont dire que l'extinction d'une flamme, elle est produite par quoi? Exactement, vous avez le manque de carburant, etc. Donc l'épuisement du carburant est quelque chose de produit parce que ça va produire l'absence, l'extinction de la flamme. Donc l'extinction de la flamme est produite, c'est un effet. C'est l'effet de l'épuisement du carburant, de l'air, etc. Et donc cette extinction de la flamme, même au passé, elle reste impermanente. C'est ça qui fait la continuité du karma. C'est très difficile. C'est l'extinction de la flamme. L'extinction de la flamme, elle est produite par l'épuisement du carburant. Par exemple, si je meurs de faim, ma mort est produite par l'épuisement de nutriments dans mon corps. Donc, si elle est produite, ma mort, elle est impermanente puisqu'elle est produite. Ouais. Et donc, même le second moment de ma mort aura été produit par le premier moment, qui lui aura été produit par l'épuisement du... Et donc, il y a une désintégréité. Ça veut dire que le fait que quelque chose se soit désintégré, c'est impermanent. Et donc, c'est ça qui est le dépositaire de la graine karmique. Ouais, par exemple. Tu es par exemple au bord de l'eau et tu fais un remous dans l'eau. Le remous, c'est juste, ça a été produit par ta main. Mais ensuite, il va s'entretenir de lui-même. Ouais, ça veut dire que le remous actuel, c'est la suite du remous qui a été fait par ta main. Donc, ta main a produit le remous et ce remous s'est désintégré pour laisser place au remous numéro 2, qui va laisser place au remous numéro 2, etc. Numéro 3, numéro 4, etc. Donc, l'information, elle est contenue dans le remous. Quand on agit, c'est le même principe. Une fois qu'on a agi, l'extinction de cette action va laisser une information dans le continuum des agrégats au travers de la désintégréité. Une réaction en chaîne. Oui, Le volume, c'est tout. c'est pareil. Derrière, Ou l'aile d'un papillon. C'est comme ça que les prasangika. Elle est impermanente. Elle est impermanente. Elle change d'instant en instant. En fait, oui, exactement. Ça veut dire que si elle n'est pas réalisée comme telle, elle va rester une conscience mentale très subtile qui a ce potentiel, mais ce potentiel n'est pas activé. Il faut réaliser cette conscience la plus subtile et sa vacuité. Là, on parle de la vraie claire-lumière. La vraie claire-lumière dans les tantras, c'est de ça qu'il s'agit. Et puis, après que la termine, il y a un réveil. Oui, alors en fait, oui, c'est difficile de dire une claire-lumière ultime. On dira que même dans les tantras supérieurs, la claire-lumière est la vérité ultime et le corps illusoire est la vérité conventionnelle. Ouais. Mais c'est la vérité ultime dans les tantras. Bon, par exemple, dans le Dzogchen, c'est pareil. Rigpa, c'est la vérité ultime et Sem, ou les conceptualisations, c'est les vérités conventionnelles. Mais c'est une expression spécifique dans le contexte des tantras, etc. Normalement, même dans les tantras, on accepte les prasangika. Donc, ça veut dire que même la claire-lumière, même si on l'appelle la vérité ultime et le corps illusoire, la vérité conventionnelle, le corps illusoire conventionnel et la claire-lumière de l'ultime, malgré tout, les deux sont conventionnels pour le prasangika. Il n'y a que leur vacuité qui est une vérité ultime.
Donc ça, ça nécessite beaucoup d'études, ouais, ça, pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Donc, si vous avez la chance un jour de faire un PEBA, vous serez déjà armé avec ce qu'on aura dit là, j'espère. Et j'espère que vous n'aurez pas plus confondu qu'autre chose. Et si vous étudiez ensuite les tantras, à ce moment-là, dans un PEBA, vous avez deux modules. Deux modules sur les trois corps basiques et sur les terres et les voies tantriques. Et là, c'est si vous faites un PEBA, mais vraiment très pas un mois par-ci, par-là, pas un week-end par-ci, par-là, vraiment un PEBA à Pomaya ou à Nalanda. À ce moment-là, vous avez vraiment une compréhension de ce dont il s'agit. Parce que ces maîtres sont vraiment qualifiés, vous avez vraiment des classes de révision, vous avez vraiment tout ce qu'il faut à temps plein. Oui, ouais, parce que moi j'ai la chance de traduire le PEBA du Sankara Chakra, ça n'a rien à voir avec ce que nous on a fait à Nalanda. C'est très, parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps, tout simplement. C'est un week-end par-ci par-là. Ça ne peut pas être aussi développé que dans un PEBA résidentiel. Hein? Oui. Mais après, vous pouvez aussi, il y a des textes qui font autorité, vous pouvez lire les textes, il y a des textes en anglais qui existent maintenant, vous pouvez lire des textes qui font vraiment autorité, essayer d'élargir, d'étoffer un petit peu tout ça, de faire une étude comparée à chaque fois. Donc là, c'est si tu lis par exemple Samsara, Nirvana and Buddha Nature de Sainte Dalai, il parle de la désintégrité, disintegratedness. Donc, il faut l'inventer en français, parce que c'est Shikpa en tibétain, il faut l'inventer. C'est la désintégration au passé, c'est ce qui s'est désintégré au substantif. Donc, ce qui s'est désintégré, c'est un participe passé, et maintenant, il faut l'inventer au substantif, donc la désintégréité. C'est pas juste la désintégration, parce que la désintégration, c'est au présent, et tout le monde est d'accord pour dire que c'est impermanent, la désintégration au présent. Et les personnes Gika sont très spécifiques. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on termine? Pour le bien de tous les êtres? Ok, donc très bien. Maintenant qu'on a vu l'essentiel, euh, on n'a pas vu tout ce qu'on voulait voir, hein. Il y a surtout les éclats de diamant, les raisonnements quintuples et septuples d'Arya Nagarjuna. Donc là aussi, j'aurai des diapos. On va parler d'un vélo. On va parler du vélo de Pierre. Donc juste pour faire les antipasties, on verra. On se posera la question si, par exemple, imaginons, Pierre me prête son vélo électrique. Dans, dans un dans un monde idéal, hein, dans un monde idéal, et me le prête pendant un an. Et au bout d'un mois, je change la première roue. Au bout du deuxième mois, je change la deuxième roue parce que je fais beaucoup de vélo, je vais crapahuter dans la montagne et tout ça. Et au bout d'un troisième mois, je vais changer la batterie. Et après, le quatrième mois, je vais même changer le cadre. Le cinquième mois, après, je vais mettre des nouveaux freins. Le sixième mois, je vais mettre des nouveaux patins, etc., etc. Au bout d'un an, si Pierre me dit, est-ce que tu peux me rendre mon vélo? Est-ce que c'est toujours le sien? Si, on a la même marque. Et puis, Ah non, Pierre, c'est plus le tien. Toutes les parties sont neuves. Exactement. Il faut que ce soit moi pendant un an. ça, on répondra la semaine prochaine. Enfin, le week-end. Le week-end prochain, on essaiera de creuser tout ça. Merci beaucoup, c'était un immense plaisir parce que on n'a pas toujours idée à quel point certaines réflexions qu'on peut avoir sont extrêmement utiles. Mais parfois, on ne s'en rend pas compte tout de suite. OK. Donc, bien sûr, comme je l'ai dit là, ne prenez pas tout ce que j'ai dit au pied de la lettre. J'ai pu dire n'importe quoi, j'ai pu faire des lapsus, etc. Donc, remettez-vous-en à ce que dit Sainte Dalama en particulier, et bien sûr à tous les textes qui font autorité, les maîtres de la tradition Nalanda, etc. Ouais. OK. Et donc, on peut dédier les mérites à l'excellente santé et la longue vie de Sainte Dalama, qui est comme un phare dans ce monde, comme un soleil rayonnant, qui nous permet de comprendre les choses, notre véritable nature, qui nous permet de développer la compassion, bodhicitta, etc. Et pour que tous les maîtres qui sont partis reviennent le plus rapidement possible est une excellente santé, et que tous les conflits, toutes les épidémies, toutes les catastrophes naturelles cessent le plus rapidement possible, que les droits humains et non humains sont respectés, les droits des animaux en particulier, les droits du vivant, les droits de la planète sont respectés le plus rapidement possible, que tous les enfants aient une éducation éclairée du bon cœur,
et du bon sens, d'une éducation éclairée, du vivre ensemble dans l'harmonie et que nous puissions tous obtenir l'éveil le plus rapidement possible. On peut prier pour que la précieuse pensée du renoncement naisse là où elle n'est pas née et là où elle est née, puisse-t-elle ne pas décliner mais toujours s'accroître, puisse la précieuse bodhicitta naître là où elle n'est pas née et là où elle est née, puisse-t-elle ne jamais décroître mais toujours se répandre et puisse la précieuse sagesse de la vacuité naître là où elle n'est pas née et là où elle est née, ne jamais décliner mais toujours s'accroître. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres. Merci. Au Merci, revoir c'était un à grand tous. plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Antonio, merci Daniel. Prenez Merci à soin de tous. vous. À bientôt. Pareil, pareil. Ciao, ciao. À Bye bientôt. bye. Ciao, ciao.